Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire du collectif Moonlight Flowers. Nous sommes une association étudiante de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Et nous organisons des ateliers d'écriture tous les mardis de 18 à 20 h au foyer de lettres du Quai Savoir. N'hésitez pas à passer sur notre site internet avec l'adresse en description pour y lire nos nouvelles, disponibles gratuitement, et à aller suivre notre actualité sur Instagram au @collectifmf. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Et de Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Pour cette émission, nous sommes allés nous rafraîchir dans un passé alternatif, puisque nous sommes aventurés dans un Paris de la fin du 19e siècle, rempli de dirigeables et d'automates. Cela grâce à l'écriture à 4 mains des confessions d'un automate mangeur d'opium par Fabrice Collin et Mathieu Gabory. Paris 1889. Un monde en transition où les fiacres côtoient les tours vertigineuses des usines. Une ville brumeuse envahie par les aéroscaphes et des nuées d'automates cuivrés. C'est dans cet univers révolutionné par l'éther, la substance verte aux propriétés miraculeuses, que la comédienne Margaret Saunders doit résoudre le mystère de la mort de sa meilleure amie. Sur la piste d'un créateur de robots déments, Margot va découvrir, au péril de sa vie, les dangers cachés de l'envoûtante vapeur. Pour commencer, je dois dire que c'était mon premier roman de science-fiction et mon premier roman steampunk. J'étais très curieux. Après avoir lu la préface, je me suis mis en tête un défi. Le petit jeu auquel je me suis ensuite adonné a été de lister les nombreux clichés qui sont disséminés scrupuleusement dans ce livre. J'en ai quelques-uns en tête. Tiens, par exemple, Paris, la belle ville qui s'illumine de mille feux et qui respire une atmosphère de progrès, quoiqu'un peu étouffée par l'inquiétude urbaine. Ou bien le maniérisme un peu dégrossi du 19e siècle et ses concessions, ses belles formulations qui restent même dans les moments les plus difficiles. Je pourrais en citer plein, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé dans ce livre. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que tout le côté progrès et ses abcès, si j'ose dire, nouveau pour moi, m'a été présenté d'une façon si évidente que j'en trouvais ça louche. Et là, j'ai compris un truc. Le thème du progrès était si bien résumé que même moi qui venais d'en goûter la saveur, je savais que c'était du réchauffé. Mais pas dans un sens péjoratif, ça non. J'ai capté la force du travail. J'avoue avoir été un mauvais élève pour m'être plongé dans le livre sans lire la 4e de couverture. Après tout, il s'agissait d'une recommandation d'une de mes connaissances. Quand j'ai lu le premier chapitre, j'ai froncé des sourcils. On me prenait pour un jambon. Ce n'était pas un livre de steampunk, mais une remise en scène théâtrale. Ce côté-ci, j'y reviendrai plusieurs fois. L'important cependant a été de découvrir le personnage de Margot, qui déjà me donnait l'envie de lui faire la peau. Trop d'élégance, trop de manières. Je me trouvais en terrain inconnu et qui plus est en compagnie trop pédante. Par la suite, j'ai vogué. Je n'ai pas vraiment d'autres termes à vous faire part, seulement à ma grande surprise, la lecture s'est allégée. Je découvrais un univers vaste par un seul élément, l'éther. Bien entendu, je ne divulgacherai rien. C'est ce côté théâtral qui m'a beaucoup capté durant mes 2 lectures. La première fois, j'étais simple spectateur de la pièce et je prenais quand ça venait. Mes émotions volaient en éclats ou bien je levais les yeux au ciel et soufflais. Ce va-et-vient incessant, j'en ai peu connu dans mes lectures. Bref, la deuxième fois donc, j'étais plutôt dans la coulisse, les yeux rivés sur le script en même temps que se déroulait le récit. C'est là que je me suis vraiment amusé, parce que j'ai tout de suite remarqué le côté dramatique de ce roman. Chaque personnage, chaque scène semble arriver au bon moment et les répliques. Je me suis tapé je ne sais combien de barres devant ces personnages qui jouaient tous leur rôle à la perfection, parce qu'ils n'étaient que des personnages. Ce que j'ai trouvé le plus marrant dans tout ça, c'était que Margot, qui est une comédienne, était celle que je trouvais la plus fade dans son jeu. Je ne préfère pas m'étendre sur l'explication et vous laisser découvrir par vous-même. Mais j'ai bien vu quelques passages assez drôles sur ce style. Le combat entre Théo et la balafre, le méchant monsieur du Monopoly et les sourdes menaces de l'acariâtre Jarvet. C'est presque une mise en abîme à ce stade et j'adore avoir découvert ce pendant-là. Ce livre m'a aussi charmé parce qu'il rayonne de cet apparat rococo qui se marie très bien avec l'esthétique des rouages et des vapeurs. La description de Paris en est un bon exemple, mais je peux aussi parler de l'appartement de Margot, des vêtements. C'est
aussi la réflexion du progrès malsain qui finit par dévorer le corps de la société. La fratrie dont les opinions sont opposées sur la question, l'un porté par les ailes de la science et l'autre par le cœur d'une passionnée. Ou bien un poète maudit qui cherche à percer le voile mystérieux de la mort avec des doigts de métal. Je m'égare en images pour éviter de trop révéler ce livre qui mérite qu'on s'y attache, qu'on y revienne et qu'on doit tout autant disputer. Pour ma part, globalement, j'ai apprécié ce roman. La relation entre Margaret et Théo fonctionne assez bien, la plupart du temps. Parce que bon, faut dire que parfois je suis assez cringé du jeu qui est fait par les auteurs sur l'ambiguïté de la relation qui les unit. Ils sont frères et sœurs, mais Théo l'appelle tout le temps ma chérie, et les autres personnages font souvent des blagues un peu bizarres sur une potentielle relation sexuelle entre les deux, ce qui est, ma foi, plutôt qui me met mal à l'aise. En plus, l'histoire est plutôt simple à suivre. Et ça fait que le bouquin se lit tout seul, ce qui est un bon point dont j'avais fort besoin après la lecture de La Maison Hantée où j'arrivais vraiment pas à lire plus de 20 pages à la fois. Là, j'ai lu le bouquin quasiment d'une traite. Et le fait que ce soit un bouquin écrit à quatre mains, je trouve que c'est vraiment un bon point, c'est plutôt rafraîchissant. Même si je trouve pas qu'il y ait une énorme différence de style entre les deux auteurs, comme on pourrait en avoir dans A comme association de Pierre Bottero et d'Éric Lhomme. Cependant, le problème, c'est que vu que j'ai bien aimé le bouquin, je suis encore plus déçu par les problèmes qui crèvent les pages. Bon, déjà, il y a des petits plot holes ou trous scénaristiques qui se baladent à différents endroits du texte et qui m'ont posé un peu problème. C'est rien de bien méchant et ça crée pas de gros soucis de compréhension, mais il y a quand même quelques moments où j'ai regardé le texte, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je lui ai demandé comment t'en es arrivé là, et il m'a répondu ta gueule, c'est magique. Et si autant, les plot holes qui filent un petit coup de pied de magique à l'histoire pour faire avancer l'intrigue, c'est pénible. Le fait qu'on sache pas comment fonctionne l'éther, ça pour le coup ça m'a vraiment déçu et pour deux raisons. Déjà quand un univers est bâti sur quelque chose qu'on ne connaît pas et que ce quelque chose le fait fonctionner, bah moi je veux savoir ce que c'est. Et là les seules infos qu'on a, c'est que ça alimente les machines typiques du steampunk, donc les aérocabs, les automates, et que c'est dangereux. Et c'est un peu léger à mon goût, parce que moi j'ai envie de savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Et la deuxième raison qui fait que je trouve que c'est pas bien, le fait que le lecteur ne sache pas ce que c'est que si t'expliques pas les règles de ton univers, c'est vraiment trop facile de tricher. Et il y a un peu de ça à mon goût dans le bouquin, et je trouve vraiment que c'est dommage. Il y a de la matière pour développer tout ça, pour nous donner plein d'infos, plein de lore, plein de trucs qui feraient la substance de l'univers. Et je pense que c'est vraiment ça qui manque dans le livre, de la substance. La plupart des personnages n'apparaissent qu'une fois, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher, qu'ils disparaissent. Il y a un personnage qui est quasi littéralement un fantôme, c'est Béatrix, c'est l'amante de Margot, qui est partie vivre avec son mari aux States, à laquelle il est toujours fait référence, mais que pour le coup, on ne voit jamais et elle n'a aucune influence sur l'intrigue. Donc je me pose toujours la question de savoir vraiment à quoi elle sert. Et on y reviendra un peu plus tard, ça je pense. Et ce manque de substance du coup du roman est vraiment dommage, parce qu'il y avait, il y avait plein de super idées. À un moment, il y a un micro-passage super intéressant, où les personnages ont peur de monter dans un ascenseur, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ça aurait pu vraiment donner de super pistes pour une réflexion sur le rapport à la technologie, d'autant plus dans un univers steampunk. Et il y a aussi le début d'une ébauche de réflexion sur les colonisations de la France et l'Angleterre. Et pareil, ça mériterait d'être tellement plus poussé, mais après ça c'est politique, donc je comprends que les auteurs aient pas envie de s'engager là-dedans. Mais il y a encore un autre truc qui m'énerve, et c'est dans l'histoire elle-même en fait. C'est le fait que on n'a pas le temps de s'attacher à d'autres personnages que les deux héros, et en plus l'intrigue est extrêmement linéaire. J'ai jamais été vraiment surpris, si ce n'est sur la rapidité avec laquelle les problèmes sont réglés pour passer au suivant. Et ces problèmes, parlons-en, les péripéties elles sont très souvent résolues grâce à deux super pouvoirs des auteurs. Celui que j'appelle le Deus Ex Machina du téléphone, c'est-à-dire que soit l'un des deux appelle un personnage dont on n'a jamais entendu parler et qui a la solution à leur problème, c'est magique, soit le téléphone sonne et un personnage random leur donne la solution. C'est magique. Et le deuxième super pouvoir, c'est le pouvoir du scénario. Les choses se passent parce qu'elles doivent se passer ainsi, et si t'es pas content, ta gueule, c'est magique. Et ça, c'est vraiment particulièrement pénible, notamment quand ça vient tuer le méchant le plus stylé du bouquin en même pas 40 pages. En bref, ce bouquin est plutôt bon, oui, je le pense vraiment, même si je viens de déballer mon seum pendant 5 minutes. Mais il faut quand même savoir qu'il peut être très frustrant si vous avez envie d'une histoire extrêmement bien construite. Par contre, si jamais vous voulez une lecture facile, pas prise de tête dans un univers steampunk, vous pouvez vous tourner vers les confessions d'un automate mangeur d'opium. Il faut admettre que pour moi comme pour d'autres, les confessions d'un automate mangeur d'opium ne furent pas un coup de foudre à la première lecture. Il m'a fallu apprendre à mieux le connaître, lui et le genre qu'il portait, avant qu'une profonde affection ne se dégage de cette préalable indifférence. Les confessions plutôt,
peuvent en effet sembler convenus. Le lecteur pourrait ressentir de pénibles sensations de déjà-vu et avoir l'impression que certains sujets importants sont à peine effleurés. À cela, il faut répondre 2 choses. D'abord que les confessions devaient avoir initialement une suite pour approfondir certains de ces points, suite qui, pour l'instant, n'est pas prévue. Ensuite, que tous ces clichés sévèrement dénoncés sont loin d'être des maladresses de débutants. S'il est une chose dont le steampunk dans sa forme littéraire raffole et que l'on retrouve dans ce roman, c'est bien de recycler la matière écrite préexistante de manière résolument ludique. Ses influences sont multiples et il regarde autant du côté de Jules Verne et de Herbert George Wells que des récits populaires largement marginalisés comme les Edisonnades, ces romans à dessous du 19e siècle relatant les aventures de brillants inventeurs et de leurs machines extraordinaires. Fille de l'injonction à l'originalité qui cristallise les angoisses des post-modernistes, le steampunk veut trouver du neuf dans les pratiques populaires et les aventures d'autrefois. Il faut dire que les œuvres du 19e siècle, par bien des aspects, font des échos à des questionnements tout à fait modernes, notamment en ce qui concerne notre rapport à la machine et au progrès technologique. Au travers de la figure de l'automate pensant dans les confessions, le lecteur parvient nettement à identifier des problématiques clés de notre rapport contemporain au monde, notamment celles liées à l'hybridité entre l'homme et le robot. Le roman imagine un monde où le progrès deviendrait si inhérent à l'existence des êtres qu'il viendrait s'inscrire dans leur chair sous la forme de multiples armes et gadgets, voire qu'il prendrait la place de leur corps tout entier. L'ambition est multiple en fonction des personnages rencontrés par les héros, sauver un proche, conserver le génie d'un individu à travers les âges, fuir l'angoisse existentielle de la mort, concevoir des armées invincibles, etc. L'issue de l'expérience est cependant incertaine, comme en témoigne le personnage de Wen lui-même, mais pas forcément fataliste. À la fin du roman, le lecteur ignore toujours si l'incompatibilité entre l'esprit et la machine est réelle ou si les troubles mentaux du poète étaient la seule cause de cet échec. Tout est donc finalement une question d'équilibre entre l'hommage humble aux pionniers du genre comme Verne ou Wells et la revendication d'une continuité dans les pratiques de récits populaires d'aventure. Les références cohabitent dans une joyeuse cacophonie de pistons et de métal, souvent avec beaucoup de légèreté et, il faut le dire aussi, beaucoup d'humour. Le ton peut varier, se faire parfois un peu plus sérieux, mais la persistance de ce que le lecteur contemporain identifie et perçoit volontiers comme des clichés, contribue à inscrire l'intrigue dans une sorte d'esthétique du kitsch profondément comique. Margot, l'actrice marginale aux mœurs débridées pour son époque, en est l'exemple parfait. Un personnage bigarré, coincé entre les stéréotypes de son siècle et sa volonté de s'émanciper, et dont la relation ambiguë avec son frère n'est pas sans rappeler cette fascination pour l'inceste adelphique qui traverse la littérature depuis l'Antiquité. Le tout forme un ensemble hétéroclite dont la prétention au rire et à la légèreté coexiste étrangement avec des ébauches de questionnements plus ou moins creusés sur les rapports que l'homme entretient avec le progrès. L'éther, par exemple, cette substance dont on entreaperçoit les possibilités dans les confessions et qui s'avère autant outil d'enchantement que de profonde désillusion, suscite nombre de réflexions sur la santé des individus. En somme, c'est sans doute ainsi que l'on pourrait résumer les confessions. Un usage conscient de poncifs populaires à visée comique, quelques clins d'œil modestes aux géants qui le précèdent, et un récit dont la prétention principale est de réenchanter un peu les ruelles de Paris. C'est une rencontre qui peut s'avérer déroutante, peut-être même, osons le dire, un brin décevante, surtout pour un lecteur pour qui le cliché est la marque irréfutable d'une forme de médiocrité. Il faut apprendre à se laisser porter, à apprécier ces poncifs bien souvent tournés en ridicule ou si exagérés qu'ils ne peuvent que prêter à sourire. Il faut admettre que toutes les réponses ne sont pas forcément entre les pages. Faute de suite ou réelle volonté des auteurs, difficile de le savoir, mais une chose est certaine, l'univers des confessions demeure un emblème majeur de la littérature steampunk francophone. Eh bien, maintenant que nous avons toutes et tous donné nos petits points de vue, nous allons passer à la partie où on débat beaucoup plus librement et où on s'autorise à divulgacher sans ménagement le livre. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter dans une librairie. Et sinon, continuez cette vidéo. Pour commencer, on pourrait peut-être revenir sur la question du cliché dont vous aviez parlé assez largement tous les deux. J'aimerais bien avoir votre petite opinion par rapport aux clichés, etc., que vous avez pu trouver dans le bouquin. Déjà, personnellement, j'ai pas trouvé ça si cliché que ça. C'est bon, d'accord, il y a les clichés de l'univers steampunk, mais ça c'est normal, c'est ce qui fait le steampunk. Mais à part ça, les questions abordées aussi, donc l'immortalité, la vie dans un automate, etc. Ok, ça reste du cliché steampunk, mais c'est ce qui fait le steampunk. Donc c'est pas vraiment un cliché, c'est juste sinon tu changes de genre. Et non, au final, moi j'ai pas trouvé tant de clichés que ça. En tout cas, il y a rien qui m'a choqué, où je me suis dit non, mais vraiment c'est du vu et du revu. Je trouve ça quand même. Après, j'ai pas lu énormément de steampunk. J'ai lu quelques Jules Verne quand j'étais gamin, mais c'est tout. Et depuis, j'ai relu Jules Verne à la fac, mais c'est beaucoup moins bien, bizarrement.
Mais ouais, non, pas trop stéréotypes. Et à part ça, non, au final, moi j'aime bien hein, quand même. Il y a rien qui m'a choqué. Parce que Yannis, c'est quelque chose d'autre à dire. Alors de mon côté, par contre, c'est un peu différent, hein, au niveau des clichés. À ma première lecture, alors que c'était vraiment la toute première lecture, j'en ai quand même vu, et là je l'ai du coup revu, notamment sur le fameux Monsieur Monopoly, donc qui est le méchant. Est-ce que tu peux me rappeler son nom? C'est Posthumus, qui a un nom déjà en soi, bon, bien évocateur, quoi. On peut pas Voilà. se tromper sur le rôle du type, quoi. Voilà donc du coup Posthumus, hein, qui est un méchant, on va dire, littéralement Monsieur Monopoly, petite canne, chapeau de forme, bien habillé, maniéré, il est tout petit. Toute sa haine est contenue dans ce petit corps incroyable. Euh, il est, pour moi, vraiment très cliché, parce qu'il a tout ce discours sur l'immortalité, sur la mort, il est là, le corps humain, il a ses faiblesses, on peut pas juste vivre avec ça. Et il est tout le temps en mode je vais vaincre la mort, parce qu'en plus il a une tragique backstory qui est expédiée en un paragraphe. J'étais là, mais ok, la tragique backstory, on n'a pas plus de développement sur est-ce qu'il a pas il dit oui, j'ai vécu des brimades et tout ça. Je fais ok, donc ça, tu t'es dit ok, maintenant je vais conquérir la mort parce que ma mère est morte et que bah on m'a blâmé pour ça. Et moi j'étais là, bon, ok. Et il y a toutes ces petites réflexions sur la métallicité, sur l'éther également. Il essaye d'en exploiter le pouvoir. Il est en mode mais vous ne comprenez rien. Moi j'ai tout compris sur l'éther. Et moi j'étais là, oui, est-ce que tu as compris? Mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Tout ce qu'il aime, c'est se projeter dans un corps immortel. Et c'est vraiment le truc du méchant classique qui n'a absolument aucune prise sur le réel. Mais en tout cas, après, c'est l'impression qu'il donne. Et que juste après, il y a on va dire, on dirait qu'il a réussi à concocter son plan. Et son plan est parfait, il fonctionne parfaitement. Il a absolument rien. Même quand son araignée mécanique se fait zigouiller, il est en mode ah, très intéressant. Moi, j'aurais été en mode bon, j'aurais vu un méchant plutôt plus un peu inquiet, quoi, que ça n'ait pas fonctionné. Mais non, mais son plan marche à la perfection. Il a tout prévu. Il a tout prévu. C'est incroyable. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Oui, je pense que, bon, moi, à la première lecture, pareil, en fait, j'avais pas eu vraiment beaucoup d'a priori sur ce bouquin. Je m'étais juste dit, bon, oubliable, c'était cool, mais, mais c'est pas le genre de livre que je vais relire. Bon, je l'ai relu 4 fois. Donc, bon, autant dire que finalement, j'ai eu le temps de bien apprendre à le connaître. Et c'est vrai que quand on connaît pas le steampunk littéraire, dans sa forme vraiment romanesque, on a un peu de mal à rentrer dedans parce que on est beaucoup habitué, je pense, à l'esthétique steampunk. Et on s'imagine juste que c'est surtout une esthétique collée sur une intrigue, peut-être de science-fiction, quelque chose comme ça. Mais on s'imagine rarement qu'en fait, le steampunk, c'est un corpus littéraire avec plein de textes qui ont plein de points communs, qui ont plein de codes, en fait, et plein de thématiques qui reviennent souvent. Et Posthumus fait partie, en fait, de ces codes, en fait, qui sont de reprendre, en fait, des personnages, des archétypes de personnages qui ont déjà existé dans la littérature. Bon, Posthumus, c'est la figure claire du savant fou, quoi. Enfin, il n'y a pas plus que ça à développer. Et de prendre cette espèce de cliché ambulant et de l'ériger un peu comme un cliché tellement exagéré, tellement tiré dans tous les sens que ça en devient drôle, en fait. C'est vrai que, bon, quand il apparaît, Posthumus, c'est limite si t'as pas son meilleur rire maléfique en faisant tourner sa petite canne en l'air, quoi. Donc il y a ce truc avec Posthumus où effectivement ça peut avoir l'air d'un méchant très classique. Et je pense justement que le vrai but de ce personnage, c'est de montrer une potentielle conséquence d'un monde dans lequel on introduit les terres, c'est-à-dire de créer des gens qui sont des angoissés existentiels, qui veulent contrecarrer la mort, etc., mais par hubris, quoi, par volonté de se mesurer aux dieux, etc. Bon, c'est très très largement étudié dans la littérature du 19e siècle. Très largement étudié dans la littérature du 19e siècle, et vu que les auteurs sont très renseignés sur ce siècle, on le voit, tout le contexte sur la psychiatrie est très très conforme à l'époque. Il y a beaucoup de recherches jusqu'au nom, en fait, des psychiatres, les théories qu'il y avait à ce moment-là sur la gestion des patients, tout ça c'est très documenté. Et vu qu'ils sont très imprégnés de ce 19e siècle, du coup, ils sont très imprégnés aussi des clichés de ce 19e siècle. Ils ont tendance à les remettre, parfois avec beaucoup d'humour, et parfois on ne sait pas trop. Parfois on navigue un peu entre les deux. On se demande si c'est fait exprès ou pas, sachant que c'est un texte qui a quand même 20 ans, effectivement. Donc c'est un peu compliqué de savoir à quel moment... Moi, je suis plutôt partisante de la team, bon,
Ils ont l'air de faire ça pour rire, parce qu'il y a des scènes qui sont tellement exagérées que moi, je crois pas une seule seconde qu'ils se soient dit non, ça, c'est vraiment stylé. Je pense au contraire que c'est voulu. Et donc, oui, Posthumus, en fait, sert juste de figure du Faust, quoi. Et ensuite, il va y avoir tout un tas d'autres personnages qui, eux, sont peut-être plus au cœur du propos, j'ai l'impression, comme Owen. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce personnage, mais pour moi, lui, c'est peut-être le véritable antagoniste, c'est-à-dire celui qui a été... c'est le Frankenstein qu'on a utilisé pour une expérience, et qui, en réalité, est peut-être plus au centre du propos que Posthumus et ses petites magouilles de petits mecs de Monopoly, quoi, comme dirait Yanis. Oui, je suis d'accord. En plus, de toute façon, c'est lui qui donne son titre au roman. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que, en fait, certes, d'accord, c'est lui qui, à la fin, c'est lui l'ennemi, que public numéro un, qu'il faut absolument abattre, sinon la reine d'Angleterre se fait assassiner et ça crée des conflits géopolitiques, en veux-tu, en voilà. Mais en fait, dans les 250 premières pages, il a aucun intérêt. Enfin, à partir du moment où on le découvre, il y a un petit intérêt, il y a une espèce de liaison éthérique entre Margot et lui, c'est bizarre, on comprend pas. Mais et là où moi, paradoxalement, je trouve que Posthumus, c'est beaucoup plus un méchant que lui. Enfin, c'est beaucoup plus lui l'antagoniste du roman, parce que c'est lui qui incarne toutes les dérives de l'éther, enfin, qui en incarne la possibilité. Que Owen, il incarne juste la victimisation. Là où Posthumus, c'est vraiment conscient, et il sait exactement ce qu'il veut faire, et il sait pourquoi il le fait. Que Owen, lui, il subit juste les conséquences d'un conflit géopolitique qui a qui a conduit à une découverte des terres enfermées, et il a été contaminé par les terres, et il est un peu devenu fou. Et c'est un peu devenu un automate aussi. Mais à part ça, personnellement, il n'y aurait pas eu Owen, je pense que... Enfin, pour moi, je suis déçu de toute façon, parce que Posthumus devrait prendre beaucoup plus de place dans ce roman. Et oui, comme l'a dit Yanis, déjà, sa backstory, elle est exposée en un paragraphe, et après, c'est fini. Il meurt de façon absolument ridicule, en se faisant écraser sur des rochers en essayant de partir à bord de son espèce de sous-marin, là. Et c'est un peu le problème que j'ai, c'est que tout va trop vite dans ce roman. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un gros défaut. Parce que ça conduit justement à une linéarité et au fait que t'as l'impression qu'il n'y a pas de substance, c'est un peu que des personnages typiques que tu peux interchanger. Enfin, c'est même pas des personnages tous typiques. Ouais, je suis un peu déçu en fait que justement les choses intéressantes, enfin que moi je trouve personnellement intéressantes, soient pas beaucoup plus développées, au profit de choses qui ont très peu de substance elles aussi et qui personnellement me sont moins intéressantes. Du coup, pour rebondir un petit peu avec ce que tu as dit sur effectivement les scènes qui vont vite et les personnages interchangeables, c'est un petit peu cette idée que j'ai eue en lisant une deuxième fois. Je me suis dit, mais on est vraiment une pièce de théâtre. Genre, l'intrigue s'enchaîne, les événements s'enchaînent, c'est construit, tellement bien construit, qu'on n'a pas le temps de souffler, il n'y a pas vraiment de pause, mais s'il y en a, elles sont très artificielles. Et elles font pas avancer, que ce soit surtout le lore ou encore les émotions des personnages. C'est vraiment, je pense à, je sais pas moi, quand Margot et Théo, donc frère et sœur, se retrouvent là après un petit incident au théâtre, pour ne pas trop spoiler, si je spoil quand même. Oui. Bon, du coup, Margot qui se fait attaquer par la balafre, on y reviendra plus tard. Sur cette scène juste après, quand ils se retrouvent après cette course-poursuite endiablée sur la scène, il y a en fait une scène où il essaye de la rassurer, il s'occupe d'elle et tout ça, et vraiment, elle se rassure, mais genre assez rapidement, et après ça part très très vite aussi sur des on va dire élucubrations un peu liaison adelphique, un peu cringe, bizarre. Typique de la littérature qu'on a toujours étudiée, oui. Et dans ce cas, effectivement, c'est aussi dans ces moments de pause, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de développement de personnages, qu'on exprime un peu plus sur le passé, par exemple, des deux personnages. On ne connaît absolument rien de leur passé. Pourquoi il est devenu médecin, pourquoi elle est devenue comédienne, qui est Béatrix. Entre guillemets, on sait qui est Béatrix, mais on n'a jamais vraiment de choses sur cette Béatrix, ou par exemple sur d'autres personnages comme Franz, qui pour moi devrait être la personne qui devrait finir avec Théophraste. The ship is real. Je passe la parole à Marion.
Oui, c'est vrai qu'il y a comme justement ce roman, c'est un concentré de tout ce qui se fait dans le steampunk, de tous les codes. Il y a aussi ce côté où, en reprenant un petit peu cette dynamique qu'il y a dans les romans à dessous, les romans populaires, que ce soit du 19e ou encore après d'ailleurs, il y a ce côté où les personnages, effectivement, sont des archétypes qui sont extrêmement identifiables dès le début. Donc Théo, le bon savant, versus Posthumus, le savant fou, Margot, la comédienne, un peu rebelle, un peu émancipée contre sa pote, qui au contraire, elle est beaucoup plus calme, romantique. Oh, elle veut se marier, trop choupi. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup d'archétypes construits les uns en parallèle des autres. Et donc c'est vrai que ça donne peu lieu à de grandes explications sur leur passé, et je comprends que quand c'est ce à quoi on est habitué, moi c'est aussi un peu ça qui m'a fait lâcher le livre la première fois, c'est que je me suis dit, bon, les personnages... Mais c'est vrai que justement, il y a un peu ce côté où l'intrigue se concentre pas sur ça, comme si c'était pas vraiment l'essentiel, comme si l'essentiel c'était plutôt justement d'essayer d'extrapoler absolument tout, les aventures qui vont leur arriver, le fait que bon bah voilà, la mort de Posthumus, pareil, qui est profondément ridicule, c'est largement fait exprès pour un peu déjouer ce côté sérieux que pourrait gagner Posthumus, parce que le propos qu'il porte, de fait, est assez sérieux et pourrait faire pencher le roman vers un côté un peu plus sombre, vers des réflexions. Et j'ai l'impression que consciemment, le roman se dit, bon, là, on affleure un truc qui est un peu sérieux, on se fait chier, viens, on met un truc ridicule. Et qu'il y a toujours cette espèce de ton en tension entre des moments où ça creuse un peu, et puis en fait, on ne fait qu'affleurer ces questions, et puis on les soulève, et puis si le lecteur a envie de creuser dans sa tête, tiens, prends. Mais nous, ici, on est venu voir des gens qui font du jet ski sur la Seine, qui finissent chez un commissaire, ou même le commissaire les relâche, parce qu'il se dit, c'est qui? C'est Guignol, quoi. 40 ans de métier, jamais vu un truc pareil. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est un roman qui est déroutant, parce qu'en fait, il a juste prétention à du divertissement, et c'est tout. Et je pense pas qu'il y ait une prétention à de la profondeur dans les réflexions sur les terres, quoique, puisque les auteurs ont fait un jeu de rôle, ils avaient prévu une suite. Donc à mon avis, je pense que les questions qu'ils ont soulevées sur les terres, et le personnage de Béatrix, je pense qu'elle devait peut-être réapparaître dans le tome 2, quelque chose comme ça. Je pense que c'était peut-être des petits pavés jetés dans la mare en disant, tiens, retiens son nom, elle, on la verra plus tard. Bon, le tome 2 n'étant jamais arrivé, on attend la suite. Hein. Après 25 ans, je pense qu'on l'attend plus. Je pense qu'on l'attend plus non plus, mais bon, on peut rêver. Hein. Le Paris des Merveilles a connu un revirement de situation, j'y crois. Bon, il y a peu de chance quand même. Mais je me dis que peut-être aussi c'était des éléments qui étaient voués à être approfondis plus tard, notamment l'utilisation de l'éther dans des fins militaires, puisque le tome 2 devait se baser en Russie, dans la Russie des Tsars, donc je suppose qu'il devait y avoir justement une espèce de mise en parallèle de l'utilisation de l'éther dans les grandes puissances du 19e siècle, peut-être quelques approfondissements. Donc bon, on ne saura jamais si c'était voué à avoir une suite ou non, mais c'est vrai que comme là c'est présenté comme un one-shot, c'est très déroutant de se dire on reste sur notre fin et il reste encore beaucoup de possibilités ouvertes finalement. Ouais, c'est ça en fait, le roman se veut plutôt une espèce d'exposition universelle du steampunk, plutôt que vraiment un roman construit pour son intrigue. Ce qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés, disons qu'il faut le savoir, quoi. Mais oui, en plus, ça aurait été bien qu'il y ait un deuxième tome, parce qu'il y a plein de choses qui sont laissées en suspense. Notamment, Margot, elle doit trop dîner à je sais pas qui, parce qu'ils veulent leur enfiler un coup de main. C'est un peu bizarre ça aussi, mais... Mais voilà, il y a plein de choses qui restent comme ça. Après, il y a aussi des petits problèmes dans la narration, en mode... tu sais, à un moment, il capture un espèce de serpent automate qui fonctionne grâce à l'éther. Et Théo va manger avec sa sœur, il revient, le serpent s'est enfui de son bol, enfin de son espèce de bocal là, et tu sais jamais comment, c'est un peu ta gueule, c'est magique. En fait, il faut que ça avance pour qu'on puisse montrer comment ça marche, quitte à ce que des fois la vraisemblance de l'histoire passe à côté. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait le roman. Et bon, personnellement, même si j'aime beaucoup le roman, ça me déplaît beaucoup. Mais voilà. Mais non, tu vas parler de Bellatrix, parlons-en. Parce que j'ai vraiment un problème avec ce personnage, c'est terrible. C'est que le fait qu'on le voit jamais, en fait, et que son seul intérêt, c'est vraiment son seul intérêt, hein, c'est que ça a été l'amante de Margot, je trouve que c'est un énorme problème. Et du coup, par rapport à Béatrix, oui, j'entends parfaitement, parce que quand je l'ai vu sur le personnage, j'étais là, waouh, le personnage est extrêmement émancipé, regardez, Margot est lesbienne, et puis plus ça passe et plus j'étais là. Ouais, c'est bizarre, pourquoi on n'en voit jamais Béatrix, elle parle de Béatrix. Béatrix, c'est un peu la gaze
ce terme-là que j'ai appris très récemment, hein, c'est vraiment la beauté qui est effacée derrière la brume de la poésie, oh oui. Bon, hein, c'est... Ensuite, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que dans le livre, il y a un passage où justement Margot dit à Théo, non mais Théo, sérieusement, quand est-ce que tu vas te marier? Tu vas jamais pouvoir trouver une femme comme ça, imagine que tu te maries avec Franz. Et moi j'étais là, en quoi c'est un problème? Justement. Et du coup, bah oui, j'étais là, bah c'est bizarre, on dirait que Béatrix n'est là que pour dire ouais, Margot, elle est lesbienne. Et en même temps, je me dis, mais non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est pour donner c'est aussi un peu pour donner peut-être l'excentricité du personnage, lui montrer qu'elle est vraiment émancipée, mais pas seulement, vraiment, lui montrer qu'elle est différente des autres, lui donner de l'importance, lui donner une espèce de corps qu'elle perd tout au long du roman, qu'elle menace de perdre. Parce que je trouve que le personnage de Margot est vraiment un personnage qui est presque effacé par lui-même. Il essaie tout le temps de s'effacer. Tout le temps, elle doute est-ce que je suis une personne réelle, plutôt dans le sens est-ce que je fais de l'acting tout le temps et tout ça. Et j'ai l'impression que le personnage de Béatrix, par cet amour-là, lui donne du corps parce que c'est un truc qui est vraiment spécial par rapport à l'époque, donc ça lui donne de l'unicité du corps. C'est à peu près le truc que je me suis dit. Je sais pas ce que t'en penses, Marion, de ton côté. Oui, c'est vrai que le personnage de Béatrix, bon, encore une fois, c'est compliqué de savoir si vraiment les auteurs avaient l'intention de la faire interagir avec Margot ou pas, si elle était censée venir dans une suite ou pas. Mais comme on n'en sait rien, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où on se dit mais pourquoi pourquoi elle revient si souvent. Est-ce que oui, effectivement, c'est une forme de queerbaiting pour essayer d'être là, regardez, elle est quand même homosexuelle, c'est pas génial ce qu'on vous propose. Alors que bon, ce qui est pas impossible, ça a été écrit en 99, donc c'est vrai que bon, c'était il y a 20 ans, donc je pense que depuis quand même, on a beaucoup plus de récits queer, de paroles queer, etc., qui ont essayé de démanteler certains stéréotypes, etc. Beaucoup plus qu'à l'époque, en 20 ans, j'espère. Et peut-être qu'effectivement, bon, il y avait une tentative un peu maladroite d'essayer de faire une forme d'inclusion bizarre ou de vouloir essayer de créer un personnage à tout prix émancipé, donc de beaucoup insister sur son homosexualité. Mais ce qui fait de Margot finalement un personnage assez paradoxal, parce qu'à la fois elle est présentée comme une femme extrêmement émancipée, comédienne, pas de mari, bat les steaks, elle a une panthère dans son appart, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin voilà, donc il y a vraiment tout ce truc, mais hyper abusé sur le personnage. Et d'un autre côté, elle a des comportements de femme très stéréotypés. Il y a des moments où on se dit, elle m'énerve, j'ai envie de lui mettre des petites baffes là, comme ça, juste dans la nuque pour lui dire qu'est-ce que tu fais, arrête, tu me mets très très mal à l'aise. Et effectivement, donc, ce personnage est toujours en évolution constante entre son côté effectivement très libéré des mœurs pour l'époque présentées, et puis des stéréotypes qui lui collent un peu à la peau. Et beaucoup, quand elle est avec Théo, il y a une relation avec eux qui est très étrange, où non seulement ça frôle effectivement un peu l'inceste par moment, les ma chérie, etc., ça, effectivement... Mais en plus de ça, il y a une grosse infantilisation de la part de Théo sur Margot, qui est toujours en train de devoir lui sauver le fiac parce qu'elle est incapable de faire des trucs raisonnés 2 secondes, et parce qu'elle se dit, bon, là, je vais me déguiser en russe et prendre un accent en roulant très fort les airs, ça va bien marcher. Donc forcément, ce qui rend le personnage très attachant aussi, parce que du coup, elle se jette un peu tête baissée dans le danger, elle se donne des grands airs, et elle se dit, mais c'est bon, je suis tellement une bonne actrice, ni vue ni connue, ce qui en fait un personnage drôle par moment, mais aussi profondément énervant, je pense, parce que tous ces stéréotypes qui se baladent, on se dit, quand même. Et donc, je comprends que Béatrice puisse être interprétée comme une espèce de lourdeur supplémentaire au tableau. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en plus. Le terme de lourdeur est approprié, je pense. Enfin, déjà, je sais pas trop si c'est du pinkwashing ou pas, parce que bon, ça a été écrit en 99, donc on en parlait quand même moins qu'aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être quelque chose à mettre à leur crédit ou pas. Franchement, je sais pas. Faites-vous votre propre avis, discutez-en dans les commentaires. Et moi aussi, enfin, un truc qui me gêne quand même à propos du personnage de Béatrix, c'est que c'est peut-être le personnage dont on connaît le plus l'histoire, alors qu'elle est absente. Et pour le coup, ça m'énerve, parce que s'ils voulaient vraiment en faire de Margot une personne homosexuelle, qu'ils mettent un personnage qui est à côté et qui agit en même temps. Ça aurait pu être intéressant, je pense, plutôt qu'un personnage qui est là un peu fantôme et qui est juste là en mode oh Béatrix, que ferais-je sans toi? Oui, elle est pas là, donc tu fais sans et tu te débrouilles.
Mais Oui. non, oui, bon, moi ce personnage m'a beaucoup cringé. Oui, en plus avec la relation incestueuse, enfin quasi incestueuse des deux, là, des fois c'est un peu le summum du cringe. Mais je pense que tu touchais dans le juste avec tous les stéréotypes qui collent à Margot, c'est que j'ai l'impression que, à force d'en vouloir faire un personnage trop stéréotypé, ils lui ont mis des stéréotypes, enfin des clichés qui se contredisaient, et ça en fait un personnage très en dents de scie dans l'histoire, qui d'un coup va être très libéré, ouais, machin, je suis une femme indépendante, et d'un autre côté c'est oh Théophraste, à l'aide s'il te plaît, un homme. Enfin, bref, bon, c'est un Mm. peu pénible, et bon, on dira on en pensera ce qu'on en pensera. Oui, effectivement, bah, je suis encore une fois complètement d'accord. Et puis, on sent pourtant que c'est des auteurs qui sont, encore une fois, beaucoup documentés sur le siècle, sur leurs influences, etc. Et qui ont essayé de mettre de la modernité dedans. Et ils se sont sans doute dit que pour proposer un 19e siècle un peu dépoussiéré, etc., ce serait bien d'essayer de faire preuve d'un peu d'inclusivité en présentant au moins un protagoniste homosexuel, par exemple. Mais c'est vrai que c'est fait avec un peu de lourdeur, parfois un peu trop. Et je suis d'accord avec toi aussi sur cette idée que Béatrice, on en sait beaucoup sur elle finalement. Et en fait, Margot, on connaît ses angoisses, ses conflits intérieurs par rapport à sa culpabilité via le meurtre de son ami, le fait qu'elle ait l'impression de pas être quelqu'un à la hauteur, justement que cette vie un peu émancipée cache en fait un profond mal-être et le fait qu'elle a aucune confiance en elle. Et je me demande si cette histoire d'amour en fait entre Margot et Béatrice, c'est pas aussi une manière pour les auteurs de montrer que toutes les histoires d'amour en fait dans ce roman sont absolument dysfonctionnelles et qu'il n'est pas question de faire de la romance. Aurélie qui est follement amoureuse de quelqu'un qui se fait assassiner par Owen qui est follement amoureux d'Aurélie, Béatrice qui n'est pas là, donc du coup on a Margot qui ouin tout le long parce que Béatrice n'est pas là, Théophraste qui l'amour, bon j'adore les éprouvettes. Bon, Yanis veut faire des fanfictions entre Théophraste et Franz. Bon, peut-être, si les auteurs passent pas là, n'hésitez pas. Hein. Il y a peu de chance, mais dépâtez-en aussi dans les commentaires. Hein. Si vous avez des petits chips comme ça peut être pas sympa. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi une volonté du roman de dire bon bah toutes les histoires d'amour entre guillemets qu'on va présenter seront pas vraiment des histoires d'amour, mais des échecs absolument retentissants parce que ce qui compte encore une fois, c'est l'aventure, c'est le fait que l'intrigue te colle tout le temps à la peau et qu'on y va, on y va, on y va. Et tiens, c'est la fin du livre. On est déjà là. Ah ouais, du coup, sur l'aventure, ça. Pour rebondir un petit peu sur certaines scènes d'action. Intéressant, n'est-ce pas? Du coup, je veux bien parler, par exemple, de la scène d'action qui passe sur la scène, la course-poursuite, notamment entre qui représente bien un petit peu tout le côté burlesque, un petit peu des scènes d'action, des combats, par exemple, entre Théophraste et le balafré. Ça m'a mis C'est vrai bien, que ça fait balafré. ça m'a mis très très bien parce que déjà de 1, Théophraste qui connaît le kung-fu, il est là, moi je fais du kickboxing, il arrive à défoncer un type qui apparemment est un gars qui est balafré, donc il a dû connaître des bonnes batailles dans sa vie, mais qui se fait quand même kick la gueule. Et du coup, les répliques qui s'échangent, cette scène de bataille, un petit peu de combat, vraiment. J'arrive pas à le retrouver, je suis vraiment trop nul. Oui, c'est la scène de combat qui précède la course-poursuite en bateau sur la scène qui échoue dans un restaurant. Oui, c'est celle qui vient après également. Mais justement, où t'as littéralement les insultes les plus, mais les plus, comment dire, c'est texte avéré quoi. J'entends vraiment les Boeing et les. Du coup, c'est absolument incroyable les insultes qui se mettent, ça. Notamment le balafré, encore une fois, qui, pour aller capturer Margot, décide de remplacer un acteur et aller sur la scène en mode je vais jouer le personnage. Oh oh, elle ne va pas du tout remarquer que c'est pas moi. Comment ça passe? Alors attends là dans les coulisses, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai vraiment une grosse impression que les plans, c'est un peu caricatural, on dirait que vu qu'ils font partie des personnages du peuple, ils sont très bêtes. Alors que techniquement, c'est le plan de Posthumus, donc bon, c'est bizarre quoi.
Je sais pas trop comment l'expliquer, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, j'ai l'impression que oui, il y a des moments où il y a un petit peu aussi une caricature de la bourgeoisie, où justement ils s'expriment toujours très bien alors que le balafré, c'est la grosse brute de décoffrage, qui arrive en mode: «Bon allez c'est bon, hop, la cargaison est amenée» et donc il y a aussi une espèce de parodie de ces romans, à la Jules Verne en fait, où c'est souvent des gentilshommes avec la canne qui sont là: «En garde maintenant» quoi et où justement ça rend des scènes qui bon, du point de vue de Jules Verne et de son époque devaient être absolument mémorables et pas du tout, pas du tout contradictoire avec le fait qu'il se bat en 3 pièces, quoi. Mais où, de nos jours, maintenant, on se dit, bon, comment il se bat en smoking, comment ça, il fait de l'aïkido, enfin, il y a plein de questions qui émergent, quoi. Et effectivement, là, justement, les auteurs ont semblé avoir été très conscients de ça, ils se sont dit, justement, bon, on va en faire vraiment le personnage du gentilhomme bourgeois de chez Verne, qui là, d'un coup, il arrive, il fait ses meilleures prises de karaté, mais comme dans un dessin animé, effectivement, où il prend la brute, il fait boum, bing, pouing, et allez hop, je monte sur le bateau. Et donc c'est vrai que ça participe aussi beaucoup, la scène de théâtre aussi que tu as souligné. Alors c'est l'une des scènes, je trouve, qui est vraiment la plus marrante du livre parce qu'il n'y a aucun moyen, dans aucun monde ça existe, quoi. Le mec, il arrive, il se dit, alors je vais essayer de kidnapper quelqu'un pour ce faire. Je vais apprendre un peu le début de mon texte, mais pas la fin parce que j'ai la flemme. Je vais mettre une petite moustache, je vais venir sur scène, je vais commencer à jouer parce que franchement c'est sympa, je m'y sens bien en fait sur scène et tout. Ensuite, une fois que tout le monde m'a cramé, je vais enlever ma moustache en mode c'était moi depuis le début et ça va passer encore une fois. Je dis au public que c'est un kidnapping au cas où ils auraient pas remarqué. Je kidnappe et je me casse. Et vraiment, la scène, c'est du théâtre dans le théâtre à ce moment-là. C'est vraiment la balafre qui se tape un immense délire qui se dit franchement, je me fais chier là. Est-ce que j'irais pas faire un petit kidnapping un peu théâtral, un petit peu éclatant comme ça. Et oui, effectivement, c'est dans ces moments qu'on se dit oui, c'est profondément réfléchi en fait. Et effectivement, qu'il y a aucune dose de réalisme là-dedans. C'est vraiment tout est absolument cliché, même le discours entre la balafre et Margot, enfin. La scène du baiser forcé, bon, maintenant, avec toutes les réflexions autour de la culture du viol, bon, ça fait plus du tout sourire, mais je suppose que pour les auteurs, c'était un peu une parodie, pareil, des romans à dessous, de le méchant qui vole un baiser à la douce et il s'en va avec elle. Enfin, c'est Shrek et Fiona, quoi. Enfin, vraiment, on est vraiment à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais bon, maintenant, ça nous fait plus du tout sourire parce que, bon, il y a 20 ans, il y avait quand même moins de travaux sur la culture du viol dans la littérature qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, au final, je pense que c'est un peu un roman qui accuse son âge. Et ouais, toutes les facilités scénaristiques, tous les trucs un peu qu'on trouve aujourd'hui un peu extrêmement cringe, ça c'est un peu vraiment le fait de l'époque. Et, et notamment le fait que, surtout un peu ce que le roman s'inspire très ouvertement du 19e siècle, etc. Et des choses qu'on a sûrement aujourd'hui perdu l'habitude de lire, qui ne sont plus inscrites dans notre culture, qui a changé, et c'est normal et c'est bien. Et voilà, en fait. Voici la fin de notre numéro. Nous espérons qu'il vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. N'oubliez pas notre Instagram @collectifmf pour être tenu au courant de toutes nos actualités. Si vous voulez nous retrouver en vrai, n'hésitez pas à passer aux ateliers de lecture le mardi de 18 à 20h au foyer du Quai Savoir de l'UT2J ou à nos clubs de lecture dont on vous donnera la date en description ou dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez désormais écouter nos émissions sur Radio Campus FM en passant par notre site internet. Nous avons beaucoup de travail au sein du collectif, en plus de nos études et de nos jobs, et vous aurez sûrement remarqué que nous sommes toujours en retard pour la sortie de nos podcasts. Du coup, nous avons décidé de ne plus en promettre qu'un tous les 2 mois. Je vous dis donc à dans 2 mois pour notre prochain podcast. N'hésitez pas à voter sur la story Instagram pour choisir le prochain roman dont nous parlerons. D'ici là, portez-vous bien, lisez, écrivez, faites des trucs fantastiques. Des bisous sur vos plumes et vos carnets.